si tu lâches ton salaire, que vas-tu faire? Comment tu vas nourrir tes enfants? Et il y a une espèce de peur, de crainte, de responsabilité aussi qui vient avec ça. Et donc, est-ce que c'est des craintes, des sujets, des réflexions par lesquelles vous êtes passé ou pas du tout, et c'est venu après ou jamais? Si, moi c'était la première réflexion, c'est de me dire, ok, j'étais encore en congé maternité quand je suis arrivée en Guadeloupe, donc j'avais encore des sous tous les mois. Donc ça allait, j'ai pu tenir comme ça, et comme je disais, j'ai mon conjoint qui m'a beaucoup soutenue. Donc je pense que s'il n'était pas là, rentré dans ma vie, je pense pas que je serais là aujourd'hui. D'accord, Ouais, donc c'est ouais. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que Pour vous le avez dit bac, dans vos présentations, ouais. c'est aussi le soutien quand même de l'entourage qui fait aussi. Beaucoup, Ouais. beaucoup. Alors c'est essentiellement ça, ou parce que tout à l'heure tu as parlé de quelque chose au niveau des tripes, ou est-ce que c'est essentiellement l'entourage qui fait que finalement à un moment donné on se lance parce qu'on sait que derrière on a une espèce de filet de sécurité, Non. ou est-ce que c'est parce que Oubliez vraiment, ça. voilà. Oubliez. Si vous partez déjà sur du filet de sécurité, c'est que vous êtes sûr déjà que vous allez vous planter. Si vous partez déjà dans l'esprit de vous planter, il faut rester ancré là où vous êtes. Il faut pousser là-bas. Ok. Faut pousser là-bas. Ouais, vous avez compris? Non, c'est simple. Moi, personnellement, j'ai fait les deux. Pourquoi? Parce que c'est pas la crainte de ne pas y arriver, c'était le confort de le confort de ce que je ramenais déjà. Alors, pardon, excuse-moi, quand tu dis j'ai fait les deux, J'entreprenais déjà oui. Et j'avais mon travail. D'accord. Et j'arrivais à accumuler les deux et c'était très simple. Et bon, j'étais à un âge où j'avais des projets de construction, des projets immobiliers, des projets d'achat. J'avais de l'ambition. Donc cette ambition, il fallait que je stocke. Oui. Parce que le jour où je vais vouloir me voler, il va me falloir un bon pécule en fait. Donc moi, mon objectif, c'était pouvoir coffrer un maximum. Mais finalement, je me suis rendu compte pas très vite, puisque c'était de longues années après. J'ai eu un jour, après je m'arrête sur ce sujet-là, j'ai ma boss qui nous a tous convoqués, mes collègues et moi, on était une quinzaine au niveau de l'équipe d'ingénierie d'affaires. Elle était un peu en colère et elle dit faites-moi un point, vous avez une grosse présentation à nous faire la semaine prochaine devant le CODIR, devant toutes les directions, avec l'ensemble de vos résultats N-1 actuels et N+1, une projection, je veux savoir qui pèse quoi. Oh my God. PowerPoint devant tout le monde, gros stress, grosse boule dans le ventre. Ok, je prépare cette présentation, mais sérieusement, parce que pour moi, dans la vie, toujours, on n'a qu'une chance. Donc là, j'y allais pas pour perdre, j'y allais pour présenter ce que j'avais fait, surtout que j'étais fière de moi, sans savoir réellement. Et à travers cet exercice, j'ai pu réaliser le chiffre d'affaires que Brigitte Oussou apportait à ce groupe, dont j'étais fière, dans lequel j'apprenais tous les jours, mais j'ai pu mettre des chiffres sur ce que ma personne, mon travail au quotidien apportait. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une prise de conscience, une claque. Je me suis dit, je cherche ça pour mon cher patron. C'est avec grand plaisir parce que c'est une société qui m'a beaucoup respectée. Mais aujourd'hui, je vais aller le chercher pour moi. Oui. Et donc, je me suis levée, j'ai été voir ma boss qui m'a beaucoup soutenue dans tout ce que j'ai fait. Je lui ai fait part de mon souhait. Et elle l'a entendu. Et puis, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, j'ai pu sortir par la belle porte pour me lancer dans mon activité. Et sans regret. Le seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pendant mes études, j'ai fait un stage dans un organisme de gestion collective des droits des producteurs de musique. Et j'étais au service subvention. Et donc, je réceptionnais tous les dossiers, je les étudiais. Et j'ai constaté qu'il y avait très peu de dossiers de rap. Et donc, moi, c'est de là qu'est venue mon interrogation, déjà de me demander, mais c'est nous qui ramenons, quand je dis nous, on s'entend, qui ramenons le plus d'argent aujourd'hui, mais c'est pas nous qui bénéficions du système. Et donc, à partir de là est née une interrogation qui a donné ensuite lieu à la création de Comment tu l'expliques de ça? Parce que l'interrogation, est-ce que tu as apporté un point d'affirmation? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, dont un facteur social, qui est lié à notre rapport à l'administration, à l'administratif. À l'écriture. Exactement. Et aussi une grosse méconnaissance, en fait, parce que c'est beaucoup d'aspects cachés. Par exemple, les gens qui font le travail que je fais, au niveau des subventions, c'est des gens qui ne communiquent pas. C'est que du bouche à oreille. C'est-à-dire que si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu n'as jamais accès à ces gens-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut nous cacher. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est justement de les mettre... C'est ça, c'est de les mettre en lumière et voir comment en bénéficier. Très bien. Alors, vous, en ayant un pied à l'intérieur, à l'extérieur, quel regard portez-vous à l'endroit des rappeurs qui font la promotion de la violence, de l'autodestruction, de la polygamie, bref, tout ce qui est décadent et tout ce qui, sur le terrain, peut avoir une conséquence, une influence dévastatrice? Bah,
que tu les as reçus, vous les recevez, vous les côtoyez. Comment vous les voyez? Vous les voyez juste comme tes businessmen ou autre chose? Je vous laisse répondre. Moi, je les vois comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont victimes d'un système. Et du coup, ils font... Pour moi, aujourd'hui, et on le répète, nous, souvent dans nos émissions, c'est que les rappeurs ont une responsabilité. Parce que des fois, on dit une petite part de responsabilité. Je dis, moi, aujourd'hui, une responsabilité. On est d'accord. Sur le comportement de certains jeunes. Après, bien entendu, je ne mettrai pas tous les jeunes dans la même case, mais c'est vrai que les jeunes qui sont déstructurés, qui n'ont pas de cadre, bah, malheureusement, eux, ils sont vraiment à la merci de ces artistes, qui pour moi, eux-mêmes, sont victimes. C'est-à-dire qu'ils sont bourreaux, mais à la fois victimes. Victimes de? Du système. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont des carences, eux-mêmes ont des problématiques qu'ils n'ont pas réglées. Et donc, du coup... Donc, Caris, Lacrim, Booba, Niska, Nino sont des victimes? Pour moi, oui. Ok. Après, quand je dis victime, lié à des problématiques. Je ne sais pas victime, ce côté victime que les gens aiment bien mettre en avant, victime dans la rue ou dans la vie de tous les jours, non. Pour moi, aujourd'hui, quand tu prônes un certain discours, consciemment, tu vois, parce qu'aujourd'hui, à l'âge que, pour les artistes que tu as cités, ils ont un âge avancé, et tu continues à le faire, à un moment donné, moi je trouve ça compliqué. C'est qu'en fait, ça commence tout petit, par ce qu'on nous met dans la tête, ce qu'on voit. C'est qui on? La société, le rap, les films. Et tu regardes des films de voyous, ça te donne envie, l'adrénaline. Ça commence. Il n'y a jamais un mec qui est sorti d'un buisson et qui est devenu braqueur. D'abord, tu as commencé par des petites conneries. Ces petites conneries-là t'ont donné de l'assurance et tu as fini par faire braqueur ou autre chose. Il y a un cheminement. Voilà, c'est un acheminement. Mais pour moi, en fait, c'est la musique, les films et le quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne de la crédibilité, comme il disait un peu Youve, mais c'est différent maintenant, à des gens à qui on ne devrait pas en donner. D'accord. C'est-à-dire des gens qui sont voyous, c'est eux les bons exemples qu'il faut suivre. Et ceux qui font des études ou quoi, non, c'est des petits bouffons. Il ne faut pas les suivre. Donc pour toi, il y a un problème en termes de starification des personnes qui sont dans l'illicite. Clair. Et ça, pour toi, le cinéma, la musique contribuent à ce phénomène. Complètement. Et je pense que la société aussi fait en sorte que ça soit ça. Ça, c'est un fait, mais ça veut dire quoi? J'arrête à mes enfants, j'arrête de leur montrer la télévision, ils regardent plus le cinéma, ils écoutent plus la télé, ou c'est moi en tant aussi de père, j'ai des enfants qui parfois même, je revois, moi, quand j'étais jeune, il y avait des enfants qui ne sortaient, qui n'avaient pas le droit de sortir. Leurs parents, ils étaient tellement durs, on dit, waouh, comment ils sont durs. Mais derrière, est-ce que c'est pas aussi... Des fois, c'est contre-productif, ça. Parce que par exemple, j'ai donné un autre cas d'exemple, où il y avait des frères qui bloquaient leurs sœurs. Et moi, j'ai vu, parce qu'on est dans la même ville avec le frère, moi, j'ai déjà vu des filles qui partaient habillées, ce qu'on appelle décemment, selon nos codes du quartier. Et dans le train, le temps qu'elles arrivent à Paris, maquillage et tout. Quand tu veux trop bloquer quelqu'un, c'est là qu'ils se lâchent. Et des fois, ça veut rien dire, parce que tu as des familles qui sont très bien insérées socialement ou même religieusement en tant que musulmans, et leurs enfants ne suivent pas leur exemple. Tu vois, le fils à Misrine, il était magicien, il n'était pas voyou. Après, moi, je veux m'inscrire en porte-à-faux avec les deux déclarations des frères. Moi, j'avais pas de fascination, mais une légère répulsion, parce que moi, j'ai grandi dans le grand banditisme. J'ai plus de 10 membres qui ont été abattus par cousins, cousinage, oncles, tout ça, qui ont été tués dans des règlements de compte. Moi, en fait, je suis d'origine sicilienne et corse. Et moi, je me sens un peu responsable indirectement, parce que la fascination qu'évoquait le frère, c'est en fait les jeunes de cité arabe ou noire. Ce qu'ils aiment, c'est les Italiens, les Siciliens. Même que ce soit dans les vêtements, Versace, les voitures, c'est Lamborghini. Et c'est quoi? C'est les films de voyous, Soprano, Gomorrah, Parrain, tout ça, c'est ces films-là. Tu vois, c'est ça qui les a façonnés, c'est ça. Mais après, juste pour le frère, pourquoi je m'inscris en porte-à-faux? Juste quand il a dit, il y a moi, mon cas personnel, quand il dit tu commences par des petites marches et après, moi, je suis rentré directement dans le grand bain. C'est-à-dire, moi, la première juridiction qu'il y a eu à faire à moi, c'est les cours d'assises de Paris. Dans la deuxième section. Je suis rentré directement et je me rappellerai toujours, ça m'a fait un chill quand j'étais devant la juge. Je dis, moi, j'ai essayé de justifier, parce qu'on essaie toujours de se justifier, tu vois. Et je dis, non, moi, je suis un délinquant. Et elle m'a arrêté, elle a dit, non, non, vous n'êtes plus un délinquant, c'est oubliez ça, vous êtes un criminel, monsieur. C'est ça qu'elle m'a dit. Pour beaucoup, l'entrepreneuriat, c'est l'indépendance, la liberté, la passion, le fun, c'est cool,
Je suis chef d'entreprise. T'es chef de rien du tout. Tant que tu n'as pas, tant que t'es pas organisé, t'es pas casé, t'as pas posé tes, comment dire, tes bases, t'as pas une stratégie, t'as pas une vision. Un chef d'entreprise, il a une vision. Il voit pas à court terme. Il veut pas briller auprès de son environnement. Il veut loin. Il pense à ses enfants. Un chef d'entreprise, c'est ça. C'est ça. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. Mais on connaît la mode. C'est comment la mode? C'est éphémère. C'est éphémère. C'est éphémère. Pour moi, personnellement, c'est pas un phénomène de mode. C'est une ambition. C'est un projet de vie. Et pour les vrais entrepreneurs investis dans leur projet, c'est un projet de vie. On le vit de l'intérieur, on le transpire, on se lève, on dort, on pense qu'à ça. En fait, si à tout moment de la journée, ces idées ne fusent pas dans votre tête, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes encore à l'étape « I have a dream ». Tu vois? Oui, je vois. Alors, ça veut dire que de ce que j'entends et de ce que je comprends, ça veut dire que finalement, un vrai entrepreneur, une vraie entrepreneuse ne doit pas se voir elle doit penser au collectif, c'est ça? Elle doit penser à son projet, elle doit penser à long terme, elle doit avoir une vision, elle doit être visionnaire. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un, comment t'expliquer ça? Comment te dire? Parce que on nous dit pas la vérité. L'entrepreneuriat, c'est comme une grossesse. Est-ce que t'as pas d'enfant? Non. Oui. Oui, ok. Nos mamans ne nous disent pas comment la grossesse va se passer et comment ça va se passer après. Surtout la Personne nous le dit. C'est les échecs qui nous font nous élever. Ce sont les échecs qui font qu'on se relève et qu'on fait différemment. L'entrepreneuriat, c'est ça. Ça va être dur, il faut le savoir. La grossesse, on nous dit, t'auras un peu mal. Mais chacun vit sa situation, en fait. C'est ça, c'est personnel. Il n'y a pas de... Oui. C'est personnel, chacun a sa propre expérience. Tu ne peux pas savoir, même s'il y a des coachs partout maintenant, aujourd'hui, pour te dire, oui, tu vas faire ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Ne serait-ce qu'on sait tous déjà un business plan, on ne le suit jamais. Tu l'écris. C'est pour la banque. Oui, c'est ça. C'est juste un dossier comme ça. Mais tu ne vas jamais le suivre. C'est pas comme ça. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Moi, personnellement, j'ai commencé sur une opportunité. Ça arrive dans l'oreille d'un jeune. Il ne faut pas qu'il se dise qu'un business plan, c'est comme ça. Parce que le business plan, quand même, il te permet de projeter ton business. Oui, factuellement. Maintenant, dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Tu peux t'éclater au sol, comme tu peux t'élever. Oui, d'accord, je vois. Mais en t'élevant, tu peux aussi t'éclater. Il faut faire attention. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, il y a une croissance d'un coup, il faut savoir la gérer. Mais il faut être prêt. Il ne faut jamais être trop énervé, il ne faut jamais être trop content. Tu n'as pas le temps pour les émotions de des fois, c'est comme ça. Et on a l'impression que justement, c'est à la mode, habillé en pingouin, en tailleur, t'es là, t'es escarpin, tu vas dans tes rendez-vous. Tu parles de moi, là? Non, du tout. Faut pas se sentir concerné. Non, tout se passe bien. Faut pas se sentir concerné. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'image, même avec les films, etc. Oui. Alors que derrière, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses. Et il y a des heures qui sont tellement bonnes aussi. Et toujours, on est là, oui, faut pas avoir peur de l'échec, etc. Ça, c'est le bon truc. Mais toujours, on voit les gens, ils font tout pour éviter l'échec. Il y a des personnes qui vous disent, tu vas faire ça, t'inquiète pas, c'est ce qui a marché pour moi, ça va marcher pour toi. On ne sait pas. Moi, ce qui me dérange surtout au-delà de ce storytelling-là, c'est le fait que j'ai l'impression qu'on le subit, plus qu'on se l'approprie pour essayer de le transformer et en faire quelque chose. Moi, ce qui me dérange, c'est que le fait d'utiliser cette imagerie-là ne nous bénéficie pas et on ne parvient pas à en faire du business. Parce que ça, c'est après, c'est ça. Deuxième étape. Mais juste, justement, l'aspect symbolique, tu évoquais tout à l'heure à très juste titre, la représentation, donc l'impact dans l'imaginaire des jeunes et en particulier des jeunes déstructurés. Toi, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu penses qu'ils s'en lavent les mains ou pire, allons jusqu'au bout, on est là pour crever les abcès et mettre les pieds dans les tabous, ils se savent acteurs du mal, pour ne pas dire du malin. Après, il y a une phrase qu'Alpha One disait, il disait « je suis ni ton prof ni tes parents ». Donc, c'est vrai que les rappeurs ont une responsabilité, mais à un moment donné, l'éducation doit prendre sa place aussi, à mon avis. Ouais, mais... Je t'en prie. Ouais, moi, souvent, ils ne te le disent pas, mais en fait, ils vont te faire comprendre que c'est de l'entertainment. D'accord. Tu vois. Okay. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est volontaire. Cette mise en avant de ce rap-là, elle est volontaire. Il y a une époque où il y avait des rappeurs qui disaient des choses assez, comment dire, très revendicatives et qui prenaient des amendes. Là, aujourd'hui, les gars sont en train, pour un certain nombre qui sont au devant de la scène, comme tu dis, glorification du braquage, de ci et de ça.
Aucun problème. Il faut remplir le frigo, se construire une maison, donc on est prêt à tout. Ok. Pour eux, c'est un moyen comme un autre. Un moyen comme un autre. Et j'y vois de l'opportunisme. Ouais. Et aussi un manque de, comment dire, de... Par exemple, je pense que sur ce plateau, on se soucie de notre prochain ou de nos petits frères, entre guillemets. Je pense que bon nombre d'entre eux, si ça ne touche pas leur famille directe, c'est pas leur problème. D'accord, le syndrome Django. Voilà. Mais peut-être qu'il t'a manqué plus de cadres, plus d'accompagnement. C'est une possibilité. Tu sais pourquoi? Parce que moi, mes parents, quand ils étaient pas français. Du coup, ils vivaient pas à l'occidental. Dire, eux, ils sont venus avec leurs coutumes, avec leurs traditions. Ça veut dire ce que tu m'imposes là, ce que tu essayes de m'expliquer, c'est l'éducation à l'européenne, on connaît pas. 11 enfants, tu vas en Mauritanie, c'est normal. On n'est pas une grande famille. Il y a des familles, ils ont 24 enfants. Tu vois? Ici, à 4 enfants, c'est famille nombreuse. On t'envoie la carte de famille nombreuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, tu vois, mes frères et sœurs, ils sont intégrés totalement. Ils n'ont jamais eu de souci avec la justice. Moi, c'est ma construction personnelle qui m'a amené à verdir la main. Donc toi, tu écartes d'emblée la défaillance familiale. En fait, ça peut exister, mais pas pour ton cas. C'est pas une généralité. Non, mais pour ça, en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'entendre vos parcours personnels et après faire une analyse globale. Je tiens à nuancer. Je ne dis pas que c'est exclusivement ça. Le sujet est beaucoup plus complexe. C'est comme moi, là, je dis aussi à Boubou que ce n'est pas non plus uniquement que les rappeurs. C'est tout un système complexe, mais les parents sont là pour. C'est que, pour en revenir à ce que disait le frère par la fascination, moi, il y a des jeunes de cité, je te promets, peut-être je vais être choquant dans ce que je vais dire, on est là pour ça. Ils me respectent plus qu'ils respectent leurs parents. Je suis choqué parfois par cette attitude, comment je vois ils sont fascinés par notre CV judiciaire, par le nombre de fois que j'ai été incarcéré, par le nombre d'années que j'ai fait. Alors que moi, c'est pas honteux, c'est pas déshonorant, mais tu vois, ils ont plus de respect pour un mec comme moi que son père qui se lève à 5h du matin. Mais pour toi, attends, le mot honteux m'intéresse, le mot honteux. Attends, pour toi, t'as pas honte d'avoir fait 23 ans de placard? Non, j'ai pas honte parce que c'est un jour. T'es fier? C'est ni fier ni c'est ma vie. Ni honteux ni fier. Ni honteux ni fier, c'est une vie. C'est là. Dans la vie, on fait des erreurs. C'était à refaire? Si c'était à refaire, je pense que je changerais rien. Donc tu sacrifierais 23 ans de ta vie derrière les barreaux? Parce que ça serait trop facile de dire, ouais, si c'était à refaire, mais nous, on pensait être dans le bien. Tu vois ce que je veux dire? Nous, quand on a pris les armes, on pensait que la cause, elle était saine, elle était juste. Nous, on était dans la vérité. Oui, mais si aujourd'hui, tu as du recul... On peut pas. Là, tu dis ça avec 23 ans de recul. Tu peux pas imaginer, retour sur le futur. Mais c'est important de voir. Si j'avais cette stabilité intellectuelle que j'ai aujourd'hui, avec mes 40 piges, tout ça, et j'ai 20 ans, mais tu peux pas demander à un mec de 20 ans d'avoir 40 ans. Dans sa tête. Dans sa tête et d'expérience. Dans sa vie. C'est à force de tomber que tu sais que tu peux plus marcher là. Alors, en fait, de ce que je comprends, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre de côté ses émotions? Ou est-ce qu'il faut savoir les gérer? En fait, il faut savoir les gérer. Il ne faut pas mettre ses émotions de côté parce qu'en même temps, c'est un travail qui est super humain. Surtout quand on est tout en haut dans l'entreprise. On a beaucoup de relations humaines, tout simplement. On a des gens à contacter. Il y a les partenaires avec qui tu vas travailler. Il y a les clients, etc. Donc, on ne met pas les émotions de côté, mais il faut savoir gérer les émotions. Okay. Parce que quand tu as un problème, tu n'as pas le temps de pleurer pour ton problème. Il faut trouver une solution maintenant. Si, des fois, il faut pleurer un bon coup. Il faut, mais il faut agir vite. Tu pleures une 24 heures par mois. Ouais. Non, mais tu es obligé de te lever. C'est sûr, on est tout à fait d'accord. C'est obligé de te relever. Et ça te permet aussi de réaliser, de comprendre où tu es, ce que tu as à faire. Donc une fois que tu as fini de pleurer, tu te relèves et tu continues à avancer. C'est ça. Parce que si tu pleures aussi pendant trop longtemps... Voilà, l'échec est important, mais c'est pas si grave. En fait, faut se dire que l'échec, il est là. C'est pas grave. Déjà, tu vas apprendre quelque chose. Les problèmes qu'on a tous eus, je pense, au début de nos entreprises, aujourd'hui, si on les a, franchement, c'est pas grave. On a des problèmes plus importants. Vous pouvez donner un exemple pour des gens qui ne savent pas du tout? Quel genre de problème on rencontre vraiment? Des petits exemples simples. Tu es sur le point d'acquérir un local, parce que ce local, ton cœur y bat, tu rêves, tu t'y vois déjà, tu as une projection, oui, voilà, tu sais déjà que tout le monde va en parler, etc. Tu vas à la banque, ton crédit ne sort pas. Tu fais quoi? Tu retournes d'où tu viens?
C'est quoi? Et là, tu dois recommencer encore les recherches, recréer encore l'émotion. Moi, j'ai pas d'émotion, ma sœur. Mais c'est là que tu te dis, quand les portes sont fermées, on passe par les fenêtres. Hein. Oui, exactement. On défonce les fenêtres. C'est ça. Il faut avoir aussi de l'audace et du courage. Hein. De la ressource. Maintenant, concernant justement la place que nous occupons, est-ce que vous avez senti, vous, de l'intérieur, une sorte justement de psychologie racialiste? Est-ce que certains, du temps de Lunatic, on sait que leur texte dur et à la fois revendicatif, du temps Booba partageait le micro avec Ali, et il semblerait, j'étais pas là, hein, qu'à Skyrock, on aurait qualifié leur rap de village, traduction rap de nègre. Bon, est-ce que vous percevez, vous avez à un moment ou à un autre perçu ce regard-là racialiste au sein de l'industrie musicale? Oui, clairement, clairement. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai différents bérets. Ouais. Donc il y a aussi cette casquette de consultant, producteur, parce que j'ai des frères qui sont dans la production, des grands frères qui sont dans la production, et qui s'occupent d'artistes féminines noires. Et on nous a clairement dit que, bon maintenant ça a changé, mais à l'époque, que les noirs non, parce que c'était pas vendeur, parce que c'était pas... que ça passait pas, tout simplement. Non, en tant qu'artiste? Artiste. Donc là, on fait un petit crochet. Hein. Est-ce que tu valides le propos d'une sœur rappeuse, dont j'ai oublié le nom, qu'elle m'excuse, qui avait estimé que le Jams tenait son succès en grande partie parce qu'elle était blanche? Non. Ok. Donc non, là-dessus, moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de privilège blanc au sein de l'industrie musicale? Non, en fait, ça dépend et ça rejoint le thème. SCH, lors de la dernière remise des trophées de Victoire de la musique, il a tenu un discours où, quelque part, il avouait qu'il était bénéficiaire du privilège blanc. Il ne l'a pas dit comme ça. Mais c'est bizarre. En fait, il y a une grosse ambiguïté. Il y a une grosse ambiguïté et c'est là où ils sont très forts. L'industrie, les gens qui tiennent l'industrie, du coup, qui tiennent les manettes, ils sont très forts parce que quelqu'un qui oserait dire, voilà, vous êtes raciste dans le game, ils diront, ouais, mais regardez tous les artistes noirs qui sont là ou les artistes maghrébins qui sont là. Alors qu'on sait pertinemment que, certes, en tant qu'artiste, on accepte des artistes noirs et maghrébins, mais si on regarde dans les hautes sphères des maisons de disques et autres organismes, il n'y a pas de noirs. Donc c'est là où je dis que... Tu n'es pas tout à fait d'accord avec toi sur la notion... Oui, parce que décembre 2020, il y a BMG qui a avoué que, je crois que c'est 2009 à 2016, je crois, une période comme ça, les artistes noirs avaient des contrats avec des royalties, des pourcentages plus bas que les artistes blancs. Et on parle bien de blanc-noir, on ne parle pas de R&B, de rap. On parle bien de blanc-noir. Ils l'ont reconnu et d'ailleurs là, ils sont en train de mettre des choses en place pour régler ce problème-là. Et quand on sait qu'en France, que la France, c'est juste un duplicata des États-Unis, c'est que forcément, ça se fait. C'est juste que ce n'est pas aussi explicite et qu'aux États-Unis, eux, ils peuvent le reconnaître, s'excuser, faire leur mea culpa, pardon. Mais en France, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que même au niveau des contrats ou même au niveau du reste, il y a une réelle disparité et on le voit tous les jours. Et c'est pour ça que quand on parle de rap, on sait très bien de quoi on parle. Et c'est pour ça aussi qu'ils le marginalisent, parce que c'est ces personnes-là qui font partie de ce genre de musique-là aussi. Et toi, Youv, moi je veux connaître les conséquences sur toi et sur ta famille de ces incarcérations. Parce que là, il n'y a pas de tabou, on va tous dire. Il y a deux volets. Un volet, je ne vais pas dire que ça m'a sauvé, mais ça m'a évité parce que comme Mehdi, j'aurais pu préparer son assassinat. On ne s'aimait pas. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. J'aurais pu, on était vraiment dans un monde, j'aurais pu le fumer ou il aurait pu me fumer. On préparait, t'as vu, dans ma tête, je voulais le fumer. C'est pour ça. Et pourquoi il n'est pas mort ou pourquoi je ne suis pas mort, c'est que j'ai été en prison. Je ne vais pas dire que c'est un bienfait ou c'est pas un bienfait. Funérailles d'état bon, on se dit les choses. Bien sûr. Cette première chose. Mais, si on enlève cette partie-là, ça a été un drame et un échec personnel parce que moi, j'ai perdu mes parents. J'étais incarcéré. T'as pas pu te présenter? J'ai pas pu me présenter. Funérailles. Ouais, j'ai pas pu me présenter à l'enterrement ni. Même là, j'ai pas fait mon deuil parce que moi, pour moi, tu vois, j'étais pas là quand ils sont décédés. Du coup, c'est pas pareil.
Quand t'es pas avec ta famille, tu vois, le deuil, il faut que si t'es dans ta cellule, le deuil, comment tu vas le faire? Tu peux pas. Bref, j'ai pas fait le deuil de ça. Et j'ai 20 ans. C'est tes 2 parents qui sont décédés? Ouais. J'ai perdu mes 2 parents pendant mon incarcération. C'est l'une des plus... C'est horrible. Mais voilà, c'est un drame personnel. Après, si c'était à refaire, je le refais. Mais ça a impacté... C'est pour ça que je dis aux jeunes de faire attention. Mais aujourd'hui, toi, tu as 3 enfants. Ouais. Comment ils vivent? Comment ils ont vécu? Non, eux, ils le ressentent même pas, ça. Ils ressentent pas l'absence du père? La chance que j'ai eue, c'est que je les ai eus quand j'avais des pères, mais je sortais sur la fin. Je les ai pas eus, mes enfants, ils sont petits. Ils ont 8 ans, c'est le plus grand qui a 8 ans. Je les ai eus à la fin. D'accord. Quand je commençais à sortir en père, je les ai pas eus, mes enfants, ils ont pas 20 ans. Comme Mehdi, c'est son fils, il a 25 ans. J'aurais pu avoir des enfants de 25 ans. Mais moi, je les ai eus quand l'incarcération a fait que j'ai eu mes enfants tard. C'est pour ça que mes enfants, là, pour eux, leur père, il a jamais fait de prison. Ah, je comprends. Sachez que dans les affaires, c'est non genré. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas femme. Quand je vais pour acheter quelque chose, le gars ne me demande pas la couleur de mon billet, s'il est femme ou s'il est homme. Quand je vais chez mon partenaire, il prend mon argent. Donc tout se passe comme prévu et j'attends pas de mon partenaire, ni dans une relation business, qui soit gentleman ou pas. Il n'y a pas de gentleman dans le business. Alors ça, c'est dans ce sens où toi, comment tu les perçois, eux, c'est-à-dire pour toi, non, que je sois femme ou homme, je fais du business. Mais eux, est-ce qu'ils te considèrent aussi comme ça? C'est-à-dire ils vont te considérer de la manière dont tu te positionnes. Tout va dépendre de ta posture. Je ne vends pas Brigitte, je vends un projet, je vends un concept, je vends une offre, du service, un produit, whatever, on s'en moque, c'est pas grave. C'est une prestation, c'est quelque chose que je vends. Oui. C'est pas ma personne. Oui. Donc là, on parle pas de sexe en fait. Moi, je vais pas acheter ce monsieur. Ça. Je vais potentiellement acheter un produit que ce monsieur vend. Quand on parle, il n'y a pas de sexe dans ça. D'accord. Et quand il y a l'argent, de toute façon, tout le monde est d'accord. On va trouver un terrain d'entente. Mais par contre, c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de femmes qui disent oui, mais les hommes, des fois, quand on est dans des affaires, ça passe pas. On va prendre un verre pour parler du business et puis ça veut un peu glisser. Ça veut glisser. C'est glisser parce que toi-même, t'as voulu glisser. Ça. Pardonnez. C'est ça. Parce que c'est ce que je dis à la personne. Moi, personnellement, ça ne m'arrive pas. Et je suis pas écorché, quoi. On fait pas. Non, on fait pas de c'est juste que tu poses un cadre et puis suis ta direction. Viens, on déborde pas. C'est ça. On est focus. Et par rapport aux enfants, c'est des choix de vie. Quand tu as décidé d'avoir l'enfant ou quand Dieu te l'a envoyé, tu ne l'as peut-être pas prévu. Après, tout est une affaire de... Après, si ça se passe difficilement, on n'est pas non plus, on reste humain. Mais sinon, après, il y a une grosse partie de mental. De mental, bien sûr. De sûr. mental. Elle a décidé d'aller droit au but avec cet enfant. Cet enfant, elle lui parle tous les jours. Cet enfant va avancer avec elle, va la soutenir et il va venir après la date qu'ils ont décidée. C'est comme ça que ça se passe. La fusion entre l'enfant et la maman, c'est puissant. Par contre, c'est peut-être la seule différence qu'un homme ne peut pas avoir, car un homme ne pourra jamais ressentir ce qu'on ressent quand c'est dedans. Ha! Bisous les gars. Donc si je comprends bien, être entrepreneuse et être maman, c'est pas en opposition, mais bien au contraire, ça va ensemble et voire même ça rajoute un plus. Bien sûr, ça encourage énormément. Moi, pour ma part, j'ai pas d'enfants, mais j'ai 2 nièces dont je m'occupe énormément, comme si c'était mes enfants presque. Et je sais que ma réussite aussi fait partie de leur réussite. Déjà, moi, mon domaine, c'est les cheveux. Oui. Donc, c'est 2 petites filles avec des cheveux afro. Moi, au quotidien, je mets tout. Perruque et mes cheveux afro, braid, etc. Moi, quand elles sont nées, j'avais souvent des perruques. Et à un moment, j'ai sorti mes cheveux afro. Elles m'ont dit « Tata, pourquoi t'es pas coiffée ?» J'ai dit « Pardon ». Et j'ai compris que, justement, je devais aussi leur montrer, en fait. Déjà, ne serait-ce que mes cheveux, que je les aimais, parce que pour elle, là, je ne suis pas coiffée. Là, tout de suite, là, je ne suis pas coiffée, j'ai pas de baby hair. En plus, là, je suis nature, quoi. Mais moi, j'estime être coiffée. Mon afro est charismatique, je suis, voilà, pour moi, je suis bien. Merci. Mais voilà, il faut qu'elle le voie. Il faut qu'elle le voie. Elle-même, elle voit d'ailleurs dehors quand on sort. Les gens, il y a des gens qui m'arrêtent, ils me disent, j'adore votre afro. Et je leur dis, tu vois, ils adorent mon afro, tu as les mêmes cheveux que moi. Donc, nos cheveux, ils sont beaux, sachant qu'en plus, pour elle, c'est Elsa. Vous voyez, les Disney, la Reine des Neiges. Donc, elle dit, moi, je veux des cheveux longs, blonds, etc. Je dis, les cheveux longs, blonds, c'est beau. Les cheveux afro aussi, c'est beau. Nos cheveux sont beaux. Et en fait, quand tu as des enfants,
à côté de toi, tu as besoin de... En fait, il y a l'éducation. Moi, je veux qu'elles voient leur tante réussir avec un afro. Et quand elles vont grandir, il ne faut pas qu'elles se disent « Moi, je veux être comme Elsa, avoir les cheveux longs, blonds et être la reine de je sais pas quoi. » Non. Donc, en fait, c'est important, en fait. On leur apprend à ce que c'est d'aller gagner sa croûte, d'aller faire sa croûte. Moi, j'ai mon grand, il m'aide. J'ai mon grand, tout au début, il venait sur le stand avec moi. Il avait un petit lit en dessous le stand. Il dormait, quand il était trop fatigué, il dormait en dessous le stand. Donc maintenant, il a 16 ans, mais maintenant, c'est lui qui monte toutes les chaînettes. Et je le paye. Tout travail mérite salaire. Donc je lui donne, tiens, voilà, ça c'est, il faut faire ça pour tel jour. Il n'y a pas de, non mais maman, si tu veux pas, il n'y a pas de genre. Voilà, c'est simple. C'est ça. C'est ça. comme ça que ça se passe. C'est ça, ouais. C'est ça. Et on leur montre. Et il a besoin d'argent, il a 16 ans. Bah oui, donc à cet âge-là, voilà. Ça commence. Donc il y a quand même une notion de, on doit incarner ce qu'on dit, ce qu'on veut. C'est-à-dire si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Il faut nous-mêmes déjà commencer par l'incarner et ensuite on transmet. L'exemplarité. C'est ça. L'exemplarité pour d'abord nos enfants, l'exemplarité pour nos sœurs, l'exemplarité pour les femmes qui y a autour de nous. Et puis il ne faut pas oublier, on est en France, on n'est pas en Afrique. Donc on est dans un pays, moi j'adore la France, un pays hyper cosmopolitain, c'est mélangé. Donc à un moment donné, si j'ai envie de montrer la meilleure version de Brigitte l'Africaine, ben je montre la meilleure version. Et donc voilà, ça va passer par des messages forts. Je serai jamais dans le mimétisme d'une Européenne. J'ai ma culture française parce que je suis née en France. Par contre, je crie haut et fort. Je suis béninoise, clairement. De toutes les façons, quand un Européen français me voit, il me demande pas... quand il me demande « Mais vous êtes de quelle origine ?» Normalement, un Américain, on lui dit « Where I come from ?» Il répond quoi? Il dit du nord, de l'est ou du... C'est ça. Un Anglais, il dit quoi? Du nord, de l'est. Un Français, il dit quoi? Un Noir français, il dit quoi? Il dit son pays. Sachez qu'on est en avance sur eux. Hein. On est fiers. Nous, on est très fiers. Moi, je suis très fier de ma double culture. En gros, clairement, hein, ça semble être, j'utilise quelques pincettes, ça semble être le fruit de deux réalités. La première, la crise du narcissisme et de l'ego qui est la conséquence de tout ce passé où on nous a mis plus bactère, où on grandit dans l'idée qu'on ne vaut rien en tant que tel, et par conséquent, et aussi ajouter à cela, à la maison, le manque de reconnaissance. Quand un enfant se construit sans compliments, ces compliments, il va les chercher dehors. Tous les artistes, quelle que soit leur couleur de peau, ils ont un dénominateur commun, c'est ils veulent de l'amour, ils veulent être aimés pour compenser le manque d'amour à la maison. Ou en donner. Souvent, alors en donner, oui, mais souvent l'aspect psychologique, cette fêlure-là psychologique est très marquante. Quand on voit quand tu affiches des grosses chaînes en or et que tu veux être vu et revu le bling-bling, ça fait écho à cette réalité. Donc il y a cet appel-là psychologique, et à cela s'ajoute le manque de courage que d'aucuns appellent le manque de virilité. De virilité sur le plan rationnel, pas sur le plan de la testostérone. Il ne s'agit pas d'être DMX, mais plutôt d'être Berry-Gordy. Il y a eu des Berry-Gordy aux États-Unis. En France, on fait défaut. Donc, à ce niveau-là, la problématique se situe, par conséquent, au niveau de l'éducation et du rapport à l'apprentissage et à l'orientation au niveau des compétences. Est-ce qu'en somme, tout simplement, pour l'heure, même si vous ouvrez la voie, et je vous en remercie, et je vous en remercierai jamais assez, pour l'heure, on manque cruellement de compétences. Et pas que dans le domaine musical. On peut élargir la discussion au domaine cinématographique. On manque de scénaristes, on manque... Mais ça, tout à l'heure, je le disais, par rapport aux ateliers qu'on met en place, c'est qu'il y a un manque de projection. Ok. On est prisonnier du présent. On est prisonnier. D'accord. On est prisonnier. Nous, lorsqu'on rencontre des jeunes, on leur demande « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et ils n'ont pas forcément de projection. Ils disent juste « Je veux de l'argent. » Oui, mais d'accord, tu veux de l'argent, mais... Pour faire quoi? Parce que quand tu as ton argent, après, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis posé, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Tu vas réinvestir? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, je pense qu'il y a ce manque de projection. D'accord. C'est en train de changer, parce que moi, de ce que je vois dans l'industrie, parce que souvent, on aime bien taper sur la nouvelle génération de rappeurs, mais moi, je veux valoriser cette génération d'entrepreneurs. Okay. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes... Merci de le dire. Il y a de plus en plus de jeunes qui atteignent la trentaine, qui entreprennent. C'est moi qui suis dans l'audiovisuel, You parlait de ça avec Boubou sur la fascination que les jeunes ont sur les films, mais on est fasciné par, et c'est peut-être
est-ce que je suis dans le vrai ou pas, mais on est fasciné par les Italiens, dans le cinéma, on est fasciné par maintenant les Colombiens, les Corses. Mais est-ce que les gens issus de l'immigration, comme les Africains, comme les Maghrébins, est-ce que au cinéma, est-ce qu'on vous met dans la fascination? Est-ce que ça fascine? Je sais pas, j'ai l'impression que l'héritage. T'en as plein. J'ai l'impression qu'il y a même dans le banditisme, il y a une espèce de racisme, mais on s'en rend même pas compte. On donne de la noblesse. Tu sais que dans le banditisme, nous on a eu un avantage dans les années 90, c'est que même la grosse pointure des Condés, ils nous respectaient pas. Ils nous fichaient pas. Ils nous fichaient pas au grand banditisme. Pour eux, on était des clowns. C'est quand ils ont vu apparaître 2-3 Renois dans des grosses affaires qu'ils ont commencé en 2000 à nous respecter. À la base. On n'était pas respectés. Et c'était bien pour nous, parce qu'on pouvait bosser, et ils nous prenaient pour des clowns. Tant mieux. Quand tu sous-estimes un mec, il s'amuse. Et au début des années 2000, quand ils ont commencé à voir à Nanterre, le fourgon de Nanterre, ils ont vu des mecs de banlieue, même à Montreuil, quand ils ont vu les gitans, ils commencent à se mélanger avec les rebeux, les renois. Ils ont dit, les mecs de cité, quand même, ils font de l'argent. Quand ils ont vu les frères de Nanterre, ils ont commencé à brasser. C'est 2000 qu'il y a eu un bascule, et ils nous ont mis en avant. Tu regardes les premiers bouquins où tu vois des noms des mecs de cité, c'est 2000. C'est ce que je suis en train de te dire, que là, dans les médias, même encore aujourd'hui, et dans l'audiovisuel, méfiez-vous, parce que vous êtes encore, vous avez des connotations bas, c'est très vous êtes dans le bas, alors qu'on va mettre les costards italiens sur certains, on va mettre vous c'est la crasse. C'est en train de changer avec The Wire, par exemple. Moi j'ai écrit un livre, mon co-auteur il a fait un livre qui s'appelle Le Monde est à nous. Il y a un gang de noirs, je sais pas si tu l'as vu avec Romain Gavras. Le gang est à nous, il y a une équipe de noirs, t'as vu. Même dans Gofa, c'était un mec que je connais, Tonton Schneck, qui joue dedans. Après moi à mon époque, les noirs ils perçaient par les stupes. T'avais des voleurs, mais c'était à Montreuil ou à Vitry et les petites villes alentours, mais t'avais très peu de noirs dans le grand banditisme. Après, t'as eu des vieux voyous français qui commencent à s'éteindre. Mais pour revenir sur la question, on a parlé des conséquences. Maintenant, moi, j'aimerais entendre de vos bouches respectives les différentes solutions qui, selon vous, seraient efficaces, non pas pour faire disparaître la délinquance et le banditisme, j'y crois pas, mais pour la réduire drastiquement. Frérot, moi, je pense pas qu'il y a une recette. Non, je développe. Je pense pas qu'il y a une recette, parce qu'on aurait tous signé. Là, on aurait tous signé si c'est. Il y a une recette, mais elle n'est pas magique. Pour moi, frérot, il y a pas de recette miracle pour arrêter la délinquance. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. On parle de réduction, pas d'arrêt. On parle de réduction. Donc, moi, faut qu'on mette nous. Je parle de moi et Mehdi. Parce que c'est une épreuve. Notre épreuve, notre parcours de vie, maintenant. Au service du bien, au service de la jeunesse, au service de... C'est pour ça qu'on entreprend, je sais qu'il le fait et je le fais aussi. J'ai créé une association pour aller à la rencontre de ces jeunes-là qui étaient fascinés et qui sont toujours fascinés. Qu'est-ce que tu fais au sein de ton association concrètement? On intervient, on fait des débats, on les écoute parce qu'ils ne sont pas écoutés, ces frères-là. Mais pas écoutés par qui? Ils ne sont pas écoutés par personne. Ils sont délaissés totalement. Donc même les parents... Les parents, ils ont démissionné beaucoup. C'est pas qu'ils ont démissionné, ils sont même pas dans ça. Ils sont dépassés. Beaucoup de familles monoparentales. Le père, il te laisse à l'école. Pour lui, l'école, il va faire le taf. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté
regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.